Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un petit peu des plantes sauvages. Donc vous avez été très nombreux, enfin presque très nombreux à me demander est-ce que je vous parle des plantes sauvages qui se trouvent dans mon jardin. Donc je vous avais proposé ça dans ma vidéo où je parlais un petit peu de mes arbres. Du coup j'ai un petit peu réfléchi à la question, je me suis dit mais si je fais une traversée du jardin et que je m'arrête sur chaque plante sauvage, ça va être très compliqué, ça va faire des vidéos beaucoup trop longues. Du coup je me suis dit que j'allais séquencer ça et vous proposer une nouvelle série. Donc dites-moi dans les commentaires si cette nouvelle série vous intéresse, moyennement, beaucoup, passionnément, à la folie, voire pas du tout. Et donc l'idée de cette nouvelle série que je commence aujourd'hui, c'est donc ça s'appellerait éventuellement 5 sauvages. Et en fait je m'arrête à un endroit et je vous parle de 5 plantes sauvages que je trouve à cet endroit. Ce qui va permettre de développer des choses intéressantes. On va pouvoir parler peut-être de ce qui est cortège ou association de plantes sauvages. On va se rendre compte qu'à tel endroit se poussent souvent les mêmes plantes, les mêmes associations de plantes sauvages. Donc voilà, dans une haie on trouve souvent des mêmes plantes, en forêt on trouve souvent les mêmes plantes, dans des sols tendus ou compactés on trouve souvent les mêmes plantes, etc. Donc voilà, c'est parti pour cette tentative de nouvelle série de vidéos qui s'appelle 5 sauvages. Et on commence juste à côté du potager. Allez, c'est parti! Lors de cette vidéo, je vais essayer de parler du côté bio-indicateur des plantes, c'est-à-dire pourquoi cette plante pousse sur tel sol, qu'est-ce qu'elle nous dit qu'est-ce qu'elle dit de mon sol. Voilà, comme ça peut avoir un côté intéressant pour vous si vous avez les mêmes plantes. Et je me penche un petit peu aussi sur le côté comestible ou voire médicinal, mais plutôt comestible des plantes. Alors pour le côté comestible, forcément il y aura peut-être des interrogations. Enfin moi j'ai pris plusieurs travaux différents, je me suis vraiment renseigné par rapport à plusieurs travaux et tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le côté comestible des plantes. Donc je vous laisserai vous aussi faire vos propres recherches chez vous et ne prendre aucun risque si vous ne connaissez pas bien les plantes. Et puis donc c'est parti pour cette vidéo. Voilà, on va tourner cette vidéo ici même en fait. Je vais quasiment pas me déplacer pour cette vidéo. L'idée c'est que sur un lieu dit, je vous montre 5 plantes et qu'on en parle rapidement. Déjà je vois qu'il y a beaucoup trop de plantes, donc je vais devoir en choisir que 5 de façon un peu aléatoire. Et je vais vous parler un petit peu des plantes toxiques. C'est vrai que j'en parle assez rarement, je parle plutôt souvent des plantes comestibles, leur utilité. Mais si je trouve une plante toxique, d'ailleurs j'en ai vu une tout à l'heure, je ne vais pas hésiter à vous en parler. Parce que parfois c'est plus simple d'apprendre à connaître les plantes toxiques, comme ça on sait que le reste ce n'est pas toxique. Du coup je vais peut-être commencer par vous parler du lotier corniculé. Alors le lotier corniculé est une plante vivace de la famille des Fabacées, donc c'est une plante fixatrice d'azote qui rapporte de l'azote au sol. C'est une très bonne plante fourragère. Souvent elle indique que c'est une prairie équilibrée, donc c'est plutôt une plante qu'on est content de trouver. Ça peut également indiquer un blocage de phosphore. Donc un blocage de phosphore veut dire que le phosphore est potentiellement présent dans ma prairie, mais qu'il n'est pas accessible pour toutes les plantes. Donc voilà en gros ce que m'indique le lotier corniculé. Au niveau de l'utilité de cette plante, bon bien sûr chaque plante a plein d'utilités, je ne vais juste en relever que quelques-unes simples. C'est une très bonne plante qui attire notamment les pollinisateurs, les abeilles viennent se nourrir de ses fleurs. C'est une très bonne plante fourragère, donc c'est parfait, j'en ai plein la prairie, donc c'est très bien pour mes équidés. Autrefois on utilisait les fleurs de lotier corniculé pour faire du somnifère ou un calmant. En fait on prenait une cuillère à café de fleurs séchées que l'on mettait dans une grande tasse et ça nous servait de somnifère ou de calmant pour aller dormir. Maximum 3 tasses par jour parce qu'en fait à l'intérieur il y a ce qu'on appelle donc un acide cyanhydrique qui peut être toxique à grande dose pour l'homme. Donc maintenant c'est plus trop utilisé en somnifère. C'est une plante que je recommande plutôt de manger cuite en fait parce que la cuisson, notamment les cuissons avec le couvercle enlevé de la casserole, détruit cet acide cyanhydrique. Donc c'est une plante dont on consomme les jeunes pousses, les fleurs, les jeunes gousses quand elle va produire des gousses, plutôt cuite. Comme ça on est sûr de n'avoir aucun problème. C'est une plante qui a un goût très prononcé et intéressante à rajouter aux soupes par exemple. Allez, première plante de la vidéo,
Déjà, tu veux qu'on bouffe des plantes toxiques, ah bah bravo. Et en même temps, je t'ai pas entendu parler quand je parlais de manger des tomates. Pourtant, le plant de tomate est une plante extrêmement toxique. Quand je parle de manger des pommes de terre, faut savoir que le plant de pommes de terre est une plante extrêmement toxique. En réalité, on a l'habitude de manger des plantes toxiques une fois qu'on sait bien les utiliser. La tomate bien mûre ne pose pas de problème. Le tubercule de pommes de terre bien cuit ne pose pas de problème. De la même manière, personne ne râle quand je parle de manger des épinards ou de manger des blettes alors que c'est riche en acide oxalique. Donc voilà, il y a tout un tas de plantes qu'on a l'habitude de manger et qui pourraient être considérées comme toxiques. Et il y a tout un tas de plantes sauvages que l'on considère comme toxiques alors que si on sait les préparer, on peut les manger. Juste à côté de ce lotier corniculé, il y a de la centaurée jassée. Alors la centaurée jassée, il me semble que parfois elle est appelée bleuée et rose. Donc c'est une très jolie plante qui peut faire de 30 à 1 mètre maximum. Elle attire énormément de pollinisateurs, donc c'est une chouette plante à avoir au jardin. Son côté indicateur, ça indique en fait souvent des forts contrastes hydriques, c'est-à-dire que le sol peut être des fois trempé et rapidement très sec. C'est souvent dû en fait à une faible rétention d'eau, une faible capacité du sol à garder l'eau. Donc voilà, elle peut indiquer ça et elle peut également indiquer des légers manques d'azote et de potasse. Donc voilà ce qu'elle indique, mais par contre elle est aussi indicatrice de prairies riches en diversité. Donc voilà, une chouette plante à avoir. Alors au niveau des utilités pour l'homme, disons, les infusions de fleurs auraient les vertus de stimuler les défenses immunitaires. La fleur est également utilisée pour remplacer le houblon dans la composition de certaines bières. Donc moi sur mon terrain, vu la quantité de centaurée que j'ai, je peux produire de la bière sans avoir à me soucier de me procurer du houblon. Voilà, on peut utiliser également de temps en temps un petit peu les fleurs pour décorer des salades, par exemple mettre quelques petites pétales de fleurs sur les salades. Et puis voilà, j'ai vu aussi qu'on pouvait faire qu'à une époque ils utilisaient la plante pour remplacer le chewing-gum en fait, et ils suçaient donc la plante qui aurait un goût rafraîchissant, qui rafraîchirait la laine. Alors moi j'ai essayé de plusieurs façons, mais je trouve que c'est vraiment pas bon, donc j'ai peut-être pas trouvé la bonne méthode. Si vous savez comment sucer la fleur de centaurée pour que ça remplace le chewing-gum, dites-le moi, j'ai pas trouvé la solution. Mais en tout cas ce que j'ai vu c'est que ça attire énormément d'insectes en tout genre. Nous avons également alors les boutons d'or ou les renoncules. Ici j'ai une feuille et ici j'ai une fleur. Donc bouton d'or, renoncule, très jolie plante, mais qui est toxique. En fait toute la plante est toxique, on ne peut pas la manger. Voilà, très jolie plante, bouton d'or. Chez moi il s'agit de la renoncule rampante. Alors là dans la zone où je suis, il n'y en a qu'une seule, il y en a vraiment très peu. Mais si elle était en grande quantité, cette plante indiquerait un engorgement des sols en eau et en matière organique, c'est-à-dire que des sols vraiment saturés en eau, potentiellement surpâturés ou voilà, avec un gros hydromorphisme. Hydromorphisme, c'est-à-dire que l'eau a chassé l'air et que le sol est vraiment très pauvre en air, surchargé, surcompacté, surpâturé. Voilà ce que ça indique, une grande présence de ces renoncules-là. Donc moi j'ai des zones comme ça en fait, j'ai des zones où il y avait les chevaux qui piétinaient, qui pataugeaient dans de la boue. Et effectivement là la renoncule elle a explosé, elle est en très grande quantité. Mais sur les zones où ça n'a pas été surpâturé, surpiétiné, elle est juste présente mais de façon très légère. Donc voilà, en fait ça dépend de la quantité que l'on voit de cette renoncule. Après ce qu'il est intéressant de voir, c'est de bien analyser de quelle renoncule il s'agit, car toutes les renoncules n'indiquent pas forcément exactement la même chose. Donc à voir si c'est la renoncule rampante, la renoncule âcre, la renoncule bulbeuse, enfin voilà. Donc ça c'est des vérifications à faire. Sur cette plante en fait, niveau médecine, médicinale, j'ai pas grand chose à vous dire. Moi j'utilise pas cette plante car elle est plutôt toxique. Et une autre plante qui est vraiment chouette, c'est ici on a du plantain lancéolé. Donc le plantain lancéolé a une forme allongée et voilà, qui est vraiment différent du plantain majeur. Ben là on est sur une zone qui n'est pas tondue, qui n'est pas piétinée, qui n'est pas fauchée depuis plus d'1 an et demi on va dire. Ça a été fauché il y a 2 ans plus ou moins. Et donc on trouve ces végétaux là, notamment ce plantain lancéolé. Mais le plantain majeur, vous voyez qu'il a une feuille beaucoup plus grosse, je vais aller vous en montrer un. Lui on le trouve plutôt sur les zones compactées et tassées. Donc le plantain lancéolé
comme le plantain, c'est une très très bonne plante comestible avec un bon goût de champignon. Quand ils sont jeunes, c'est intéressant. Là, ils commencent à être un petit peu vieux, mais il y a toujours ce goût de champignon. C'est une super plante, si on se fait piquer par des orties, on frotte le plantain et sur les piqûres d'orties, sur les piqûres de guêpes, piqûres d'abeilles, on mâchouille, on frotte et ça enlève la douleur, l'irritation. Très bonne plante comestible, très bonne plante médicinale. Donc là, dans la zone où je suis, il s'agit du plantain lancéolé, c'est celui-là que je tiens entre les mains, et qui n'indique pas du tout la même chose que le plantain majeur que l'on voit au sol. Voilà, là je récupère une feuille de plantain majeur, on voit qu'elle est beaucoup plus large, beaucoup plus trapue que celle du plantain lancéolé. Alors ces deux plantes sont extrêmement bonnes à manger avec un petit goût de champignon, cru ou cuit, c'est vraiment très très bonne plante. Et également pour soigner les piqûres, les attaques d'ortie disons. Mais par contre au niveau indication, ça n'indique pas du tout la même chose. Donc moi là je vais vous parler du plantain lancéolé qui indique plutôt une prairie équilibrée, voilà, un sol qui est en bon état disons. Alors que le plantain majeur, lui, indique plutôt un sol surcompacté, donc avec énormément de piétinement, surpâturage, voilà, un sol très très tassé. Ces deux plantes qui ont les mêmes vertus et qui se consomment de la même façon indiquent des sols totalement différents. Le plantain majeur indique un sol surchargé, surtassé, disons, avec anaérobiose, souvent manque d'air, et alors que le plantain lancéolé indique plutôt un sol de qualité. Alors le trèfle violet, que l'on appelle également le trèfle des prés, est une plante, c'est une super plante qui attire pareil des abeilles, des pollinisateurs. Les fleurs sont très très bonnes, les jeunes fleurs sont très bonnes, on peut les manger directement comme ça, ça a un goût légèrement sucré, on peut également les mettre en salade, donc voilà une plante dont les fleurs sont très comestibles. Et les feuilles, on peut également les consommer, ça rappelle un petit peu, ça a un goût de petits pois disons, un goût de pois, on peut les consommer en petite quantité, les feuilles, et les mettre par exemple dans des soupes par exemple. Mais voilà, sinon la fleur, vous pouvez la manger, il n'y a aucun problème, c'est une très bonne fleur comestible à manger comme vous voulez. Alors pareil, au niveau indication du sol, il y a le trèfle violet qui est connu, mais il y a également le trèfle nain blanc qui est connu. Pareil, ces deux plantes indiquent des choses totalement différentes. Le trèfle violet est plutôt sur des prairies, on va dire, légèrement équilibrées, mais avec une faible capacité de rétention, alors que le trèfle blanc, lui, indique des sols compactés. Donc on les trouvera dans des milieux différents ou bien dans le même milieu, mais par exemple dans les allées, on trouve le trèfle blanc, et dans les zones qui ne sont pas compactées, on trouve le trèfle violet, qui est également une très bonne plante pour le fourrage. Bon ben voilà, je vois qu'il y a encore d'autres plantes, hein. Il y a le rumex, il y a tout un tas de petites graminées, je vois aussi de la vesse, il y a tout un tas de végétaux, mais on en parlera une autre fois vu que le sujet, le titre de la vidéo c'était 5 sauvages. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que le projet d'idée de développer ce format de vidéo vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai besoin d'avoir votre retour pour savoir si c'est une bonne idée ou une idée complètement débile. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!